sais pas trop alors, par quel biais aborder la chose. Si vous voulez, contrairement justement à l'éditeur qui c'est de sciences humaines ou de Casterman, contrairement à l'expérience que Bruno Jean peut avoir dans la diffusion et la commercialisation, le libraire, d'abord, est toujours déjà dans la question de la médiation, puisque nous ne sommes pas producteurs. C'est-à-dire qu'on est récipiendaire d'une offre, alors qu'on construit, à partir de ce que nous proposent généreusement et amicalement nos amis éditeurs, et qui nous permet de recevoir 60 000 nouveautés par an. Donc ça nous laisse un certain choix dans la constitution de l'offre. Mais si vous voulez, effectivement, cette question de la médiation qui se pose précisément aujourd'hui dans le cadre de cette journée autour des sciences sociales et des sciences humaines en général, elle est pour nous, enfin, elle est la définition même du métier. C'est-à-dire que le métier de libraire est un travail de médiation. Alors, vous savez, la tarte à la crème, le libraire est un passeur, bref. Mais du coup, je trouve que le mot de médiation est plus adapté, plus juste et plus profond par rapport à ça. Dans le cas précis de la médiation en sciences sociales, si vous voulez, on est confronté à quelque chose, enfin confronté. J'entendais, je suis arrivé en cours de l'intervention précédente, mais c'est vrai que cette idée de la déploration, elle est bien connue, bien travaillée et bien acceptée en librairie, au sens où, alors pour deux raisons, d'abord une raison structurelle qui est que le libraire est un commerçant, donc le commerçant il commence par se plaindre et puis après il travaille, donc effectivement c'était mieux avant, la saison n'a jamais été très bonne et puis la pluie ma pauvre dame, etc. Et l'autre chose, c'est une contingence historique sur laquelle je pense qu'il faut qu'on se pose des questions pour savoir si elle est fantasmée ou réelle, qui est que pour qu'il y ait déploration, il faut qu'il y ait eu un âge d'or. Et cet âge d'or, aux ANA, il a eu lieu, on va dire, entre 64 et 74, 84 si on est généreux, qui est l'idée qu'il y a eu un moment dans lequel les sciences sociales, les sciences humaines en général, ont accédé à un vaste public. Et puis, on vous évoque toujours Montaillou, village occitan, qui s'est vendu à des milliers, des dizaines de milliers d'exemplaires, et ou autres livres de sciences humaines. Et puis, maintenant, c'est plus comme avant, les gens lisent plus, etc. Et paradoxalement, si vous voulez, si on prend, alors, c'est de façon un peu malhonnête, le commerce en général du livre, il se porte, il n'en finit plus de croître depuis qu'il y a des instruments de mesure. Et dans le cas plus précis des sciences humaines, mais je pense qu'on y viendra après, puisqu'il y a tout un tas de finesses à rentrer en ligne de compte, si vous voulez. Effectivement, cet âge d'or, il est perpétué en plus dans l'idée de la librairie, qui est qu'il y a une sorte de coïncidence. Je vais ralentir mon débit, rassurez-vous, hein. Mais il y a une coïncidence au début des années 80, enfin fin 70, début 80, qui a vu émerger, Bruno me contredira peut-être, mais qui a vu émerger tout un tas de grandes librairies, de grandes librairies indépendantes qui ont été pas forcément simplement rendues possibles, mais en tout cas pérennisées par la loi sur le prix unique, que vous connaissez tous, loi du 31 juillet 1981, dite loi Lang, qui, effectivement, garantissant le prix des livres, a aussi garanti, par des mécanismes qui n'est pas lieu de détailler ici, la possibilité pour les librairies d'avoir une offre de grande profondeur. Et si vous voulez, vous avez eu ce moment de coïncidence historique par lequel vous avez à la fois tout un tas de gens qui ont monté des librairies dans ce moment-là, fin 70, début 80, qui était le moment de l'âge d'or des sciences humaines, que les gens qui montaient ces librairies-là étaient des gens qui étaient, pour un grand nombre d'entre eux, liés, on va dire, à un certain nombre d'aventures politiques des années 60-70, avec un degré, on va dire, de politisation moyen de la vie quotidienne dont on peut en débattre si on s'élève à ce type de généralité, mais dont on peut considérer qu'il était plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, qui fait qu'effectivement, il y a eu jusqu'au courant des années 80 une part très très importante dans la librairie indépendante de l'idée qu'une bonne librairie indépendante, elle se distinguait non pas par la question de l'offre littéraire, mais par la question de l'offre en sciences humaines. Parce que c'était aussi le grand moment 70-80 de la psychanalyse, parce que c'était le grand moment de ce qu'on a appelé a posteriori la French Theory pour qui ont publié un livre sous ce nom-là, ce type de choses. Donc, il est évident que depuis, sauf qu'en fait les années 80 c'était il y a 30 ans, pour ceux qui s'en souviennent, et qu'effectivement depuis 30 ans, il y a à la fois un discours de déploration et, rassurez-vous, ce n'est pas 30 ans que j'exerce ce métier, mais néanmoins il me semble qu'il demeure des rayons sciences humaines de très grande qualité dans un certain nombre de librairies.
Après, alors je ne vais pas essayer de traiter tout le sujet d'un coup, mais je pense que la question, vous évoquiez les trois types du public sur grand public, parce que nous on appelle le grand public cultivé, qui est l'espèce de Graal commercial, on va dire les gens intelligents qui lisent des livres, ce qui est une définition assez sotte, dans la mesure où, si vous voulez, moi je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que et les libraires et l'ensemble des acteurs de la chaîne et les clients eux-mêmes sous-estiment en permanence leur capacité de lecture. C'est-à-dire que mais ça, c'est la facilité par laquelle finalement on va quand même plus facilement manger un steak que des topinambours, quoi. Et vous avez un peu la même chose dans l'ordre de la lecture, comme de l'ordre de la consommation culturelle en général, qui est que pour un grand nombre d'entre nous, il est plus simple de manger gras, sucré et salé que de manger frais et légumineuses. Et vous le constatez régulièrement. Or, je pense que, et ce qu'on constate nous, c'est que tous les libraires qui font l'effort justement de cette médiation vis-à-vis d'une offre de sciences sociales, vous êtes récompensés. Je ne vous dis pas que vous en vendez comme vous vendez des choses que vous vendez par centaines de milliers d'exemplaires, mais c'est toujours possible. C'est-à-dire que moi, je pense que, à l'inverse de la déploration, il y a de grandes ressources de vente sur le domaine des sciences humaines, et qu'on gagne toujours effectivement à cesser de geindre et à tenter de proposer cette offre-là. J'avais une autre idée, mais je l'ai perdue. Si. Et puis après, je te laisse la parole, Bruno. Mais une chose qui est extrêmement significative, puisqu'il faudra bien aborder la question, si vous voulez, c'est par exemple la question d'Amazon. Ce qui est assez passionnant dans le cas d'Amazon, là aussi je parle sous ton autorité, c'est que quand Amazon est arrivé, donc on est à la fin des années 90, au début des années 2000, dans le balbutiement de l'Internet, quand les modems faisaient encore du bruit. Et à ce moment-là, si vous voulez, les libraires ont réagi de façon assez sotte, qui a consisté à dire, en fait, c'est un supermarché en ligne, et les supermarchés, on les connaît en librairie depuis pas mal d'années, ils font ce qu'on appelle le 80-20, c'est-à-dire 80% du chiffre d'affaires sur 20% des références. Et puis les libraires, en fait, ont mis 10 ans à se rendre compte qu'en fait, il se passait l'inverse. C'est-à-dire que le plus gros vendeur d'ouvrages universitaires, c'est Amazon. Celui qui a la plus grande profondeur de catalogue, c'est Amazon. Celui qui vend le plus de thèses, c'est Amazon. Celui qui vend les livres les plus difficiles en volume, c'est Amazon. Et dans un double mouvement par lequel, alors c'est ça aussi qu'il faut interroger, si vous voulez, il y a eu une tension dans les années 2000 sur le marché du livre, avec la question de l'évolution. J'essaie de ne pas être trop technique, mais si vous voulez, mais ces choses-là sont importantes aussi. C'est-à-dire que la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a de moins en moins de livres difficiles à vendre dans les librairies, si on parle dans ce vocabulaire-là. Et il faut convenir que, globalement, les livres de sciences humaines et sciences sociales sont plus difficiles à vendre que d'autres livres. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que ça réclame plus d'efforts. C'est que ces livres-là sont ce qu'on appelle les livres à rotation lente. Qu'est-ce qu'une route? C'est-à-dire qu'en fait, vous n'en vendez pas 300 dans l'année. Pour un grand nombre d'entre eux, vous en vendez 1, 2, 3, et puis des fois, c'est même 1 tous les 2 ans ou tous les 3 ans, etc. Ce livre-là que vous mettez du temps long à vendre, c'est-à-dire qu'il prend une place physiquement dans votre magasin. Il pèse sur le poids du stock, et puis l'économie de la librairie, c'est quand même essentiellement un stock de livres. Si on prend le cas de la librairie Mola, vous avez à un moment donné, vous avez à peu près entre 350 000 et 400 000 volumes. Alors, c'est une grande librairie, mais c'est quand même une donnée extrêmement importante. Et donc, effectivement, il y a un moment où, quand il faut faire de la place, on a plutôt tendance à retirer les livres qu'on vend rarement que les livres qu'on vend souvent, ce qui est relativement rationnel en termes de comportement. Et il est clair que quand vous avez simplement un immense hangar dans la périphérie parisienne, les coûts de stock, les coûts de présence physique du livre, elles ne sont pas du tout les mêmes. Donc, à partir de là, il y a eu, à mon avis, pas forcément deux mouvements dont l'un ont agi sur l'autre, mais il y a deux mouvements qui sont croisés, qui est que dans le même mouvement par lequel les libraires cédaient, c'était pas le bon moment du terrain sur la question des sciences humaines, en étant moins vigilants, moins exigeants, mais il faut aussi se souvenir ce qu'ont été le tournant des années 90-2000 dans les questions politiques, où à la fois c'était l'altermondialisme était un peu arrivé à bout de souffle, et on n'était pas dans un grand moment, dans un moment très fort, comme on a pu en reconnaître un peu à nouveau après, au courant des années 2010. Et dans ce même mouvement est apparu un acteur qui, effectivement, de façon très systématique, avait une offre quasi exhaustive. Et il faut reconnaître et je ne blâme personne, sachez-le, mais c'est vrai, quand vous avez besoin d'un livre pour une recherche, souvent vous en avez besoin vite.
Donc effectivement, entre un acteur qui vous le proposait, alors même si les choses ont changé maintenant, mais d'un côté quasiment 24-48 heures, et un autre acteur qui vous le proposait sur un délai plus long, fut-il au même prix, un grand nombre des acteurs lecteurs, enseignants et étudiants ont fait le choix non pas délibéré et sadique d'Amazon, mais simplement le choix rationnel de l'acteur qui leur procurait leur plaisir de recherche le plus vite possible. Donc tout ça, les deux phénomènes se sont croisés. Et ça, je pense que c'est assez important. Pour le reste, pour l'état du reste, on reviendra